Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler moto, pour faire le débrief du Grand Prix de France. Grand Prix de France qui a été très intéressant. Alors, contrairement à d'habitude, on n'aura pas les transitions. Les bleus, les flops, voilà, on va tout coller en un bloc. Pour une raison extrêmement simple, on est en plein de Giro, donc au niveau du montage, on essaye de se faciliter un petit peu la tâche sur certains éléments. Vous inquiétez pas, il y aura toujours les petites indications colorées pour vous indiquer on est dans quelle partie. Grand Prix qui a été très intéressant et on passe tout de suite à la note du Grand Prix. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, à me dire ce que vous avez pensé du Grand Prix. Note du Grand Prix pour moi 17 sur 20, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la course, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le week-end en intégralité, bien aidé par les conditions climatiques. Mais on sait que sur ce circuit, les conditions climatiques à cette période-là de l'année, c'est toujours un petit peu difficile. Il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu du soleil, il y a eu des séances très perturbées. Il y a un peu tout eu. Donc voilà, là-dessus, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc pour ça, un 17 sur 20, j'ai avec le Grand Prix. Moi, ce qui m'a un peu déçu sur le Grand Prix, c'est qu'on avait énormément d'écart de performance entre beaucoup de pilotes. Au niveau de la tête de la course, par contre, il y a une belle bagarre derrière. Mais ça reste un Grand Prix tout à fait agréable, un flag to flag de toute manière. On est assez rarement déçu par les Grands Prix flag to flag en moto, donc ça a vraiment été très bien. Ouais, bah, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé parce que pas simplement, même s'il n'y avait pas eu de français, on a eu de belles bagarres, on a eu des belles remontées sous la pluie, que ce soit Alex Marquez notamment, Petrucci aussi, dont on parlera. Donc voilà, le Grand Prix a été intéressant parce que ça s'est fait vraiment, je dirais, au pilotage. On va dire que la force des machines était un peu, les bonnes machines et les mauvaises machines, c'était un peu nivelé. Et ça, c'était pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 17 sur 20. On passe au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je commence tout de suite avec Johann Zarco. Johann Zarco qui a fait un bon week-end pour moi. Il n'y a pas... Enfin, voilà. Dommage le départ parce que il y a la qualif déjà où il prend que la 5e place. Alors que voilà, sur beaucoup de séances, il a été devant. Sur la séance 2, la séance 3, il est devant. Tu te dis que voilà, sur un rythme, un tour pur de qualif, c'est presque décevant de prendre la 5e place. Et puis il y a le départ. Il foire complètement son départ. Avec la Ducati, il fait un énorme wheeling en plein milieu du peloton. Et il perd 6 positions au premier virage. Et s'il se retrouve pas un petit peu bloqué sur les premiers tours, peut-être que c'est pas la même stratégie. Peut-être également qu'il peut attaquer un peu plus. C'est un bon choix de sa part de partir avec 2 médiums, parce que c'était le choix le plus judicieux, de pas prendre de soft. Donc on voit qu'il était à l'aise avec sa machine. Il lui a manqué, je pense, 2-3 tours dans l'idée. Mais il était très rapide, il était très rapide, il faisait partie des 3 plus rapides avec Miller et Marc Marquez. Donc c'est dommage du côté de Zarco, c'est ce départ qui va laisser un petit peu de la frustration parce que il perd beaucoup de temps sur les 4-5 premiers tours. Et ensuite, il se retrouve loin de Miller parce que sur la fin, il remonte bien sur Miller. À un moment, il est à 15 secondes de Miller. Il a plus de 15 secondes. Et au final, il finit à 3 secondes, un truc comme ça, 3-4 secondes. Donc, il finit bien. Après, voilà, dommage. Dommage là-dessus, mais ça montre qu'il est très à l'aise sur la Pramac. Il le dit encore lui-même, hein, il a encore un petit peu de travail à avoir. Mais quand il aura totalement en main, c'est ses propos, hein, quand il aura totalement en main sa machine, il indique qu'il sera devant. Donc moi, je suis plutôt confiant pour Johann Zarco sur la suite de la saison. C'est encore un très bon résultat de sa part. Il finit encore devant Banaya. Voilà, il a confiance. L'équipe a confiance en lui. L'équipe est derrière lui. Je crois qu'il n'y a pas meilleure situation. Il y aura le Mugello. C'est encore un Grand Prix, un circuit qui réussit quand même plutôt bien à Ducati. Donc là, on a l'Italie, la Catalogne, il y a grosse ligne droite également en moto qui aide pas mal.
Et puis, bon, c'est vrai qu'il y aura les deux courses en Autriche au mois d'août qui seront intéressantes. Cette année, l'été sera également encore autrichien cette année, hein. Je rappelle qu'on reprendra en Autriche après la pause du mois de juillet, qui fera du bien à tous les pilotes, parce que voilà, la saison est quand même assez intense. On continue avec Fabio Quartararo, troisième. Il le dit lui-même, il s'est surpassé pendant ce Grand Prix. J'avais peur, moi, quand j'ai vu la pluie tomber, le flag to flag l'année dernière. Il avait vraiment été en grande difficulté sur la fin du Grand Prix. Et je me suis dit, putain, ça va faire encore la même chose pour Fabio. Ça a été mieux. Maintenant, c'est vrai que le roulage sous la pluie, c'est vraiment un truc dans lequel il doit travailler, où il doit prendre plus de confiance, plus de risques que peut-être. Alors, il ne tombe pas, et ça, c'est une bonne nouvelle. Après, Fabio tombe quand même assez peu hein, sur ces 3 années de Grand Prix. Ces chutes, il n'y en a pas des milliers. Et puis surtout, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de courses où il a chuté 2 ou 3 fois dans le week-end. Déjà, à part Misano l'année dernière, ça arrivait assez rarement. Et du côté de Fabio Quartararo, je crois qu'il manque un peu de confiance, il manque aussi un peu d'expérience sur ces conditions-là. Il semblerait qu'il ait eu de la chance sur ces dernières années d'avoir peu de courses sous la pluie et qu'au bout d'un moment, bah, ouais, il a peu d'expérience avec une machine puissante sous la pluie. Dommage l'erreur dans les stands. Ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez souvent répété, le changement de moto. Donc voilà, c'est dommageable pour Fabio à ce moment-là. Moi, je dirais que c'est quand même une course intéressante, quoi, hein. Surtout au niveau du championnat constructeur. Il prend encore des points, pardon. C'est compliqué de dire il est tombé sur 2 pilotes devant qui étaient très performants. Il fait quand même 3e du Grand Prix. Il marque des points face à Banaya. Alors, il n'est pas en tête du championnat. Mais c'était le Grand Prix de France, c'est pas forcément un circuit Yamaha non plus ces dernières années. C'est plutôt une bonne semaine pour Fabio, à lui de poursuivre dans les week-ends à venir. La Catalogne, ça devrait être pas mal aussi. L'Allemagne, c'est un circuit qui réussit souvent bien au Yamaha. Il y a les Pays-Bas. Là, on va aussi rentrer dans une période Allemagne, Pays-Bas, notamment, qu'on n'a pas fait l'année dernière. Donc sur des circuits où on a peut-être plus les bons réglages. Et c'est vrai que pour Fabio, là ça va être un vrai test. C'est le Grand Prix d'Allemagne et le Grand Prix des Pays-Bas. Ça va être 2 tests parce qu'il les a fait avec une moto qui était pas du tout pareille que celle de cette année. Il était avec une moto moins puissante, moins performante. Donc voilà, il y aura. Et puis l'Allemagne, il avait pas été hyper à l'aise. Donc il y aura 2 gros tests là pour la suite du championnat. On passe au pilote au top. Je commence avec Jack Miller. Pas grand chose à dire du côté de Jack Miller, à part qu'il a été au-dessus. Il a été très très bon, Jack Miller, sur la course 1. Il a été intouchable, tout simplement. Intouchable. Il était une jambe au-dessus de tout le monde. Quand tu vois en fin de Grand Prix qu'il arrive à remettre du rythme avec des pneus morts, enfin avec un pneu arrière mort. Bon, après, on sait, hein, on n'est pas surpris non plus. Jack Miller, il a toujours été bon dans ces conditions difficiles, on va dire, dans les conditions humides. C'est un pilote qui adore cette situation-là. Il a une Ducati qui est quand même plus à l'aise que les années précédentes, plus facile à piloter. Ils ont fait un vrai travail pour faciliter l'utilisation de la machine. C'est vrai que là, Jack Miller, il fout une peignée à tout le monde, hein. Je rappelle, il s'est quand même pris 2 longues laps, Jack Miller. Donc il finit avec 3 secondes d'avance sur Johann Zarco qui n'a pas pris de longue lap. Il finit avec 14 secondes d'avance sur Fabio Quartararo qui a pris un long lap. Donc il colle 16 secondes à son équipier dans des conditions similaires de course. Non, il a été très 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 bon. Il y avait Marc Marquez à un moment qui allait plus vite que lui, et seulement Marc Marquez. Et on a vu ce que ça donnait après derrière. Jack Miller, dans ces conditions-là, il est intouchable. Alors aujourd'hui, sous la pluie, c'est comme à une époque Senna en F1, tu sais que ça sera très dur de le battre avec une machine de ce type. Bon, voilà, là, il a encore été très très bon. À lui de continuer, mais je pense qu'il sait qu'au championnat, il est en retard. Il sait au championnat qu'il doit remonter des points.
Gagner en Italie serait quand même pas bête encore. Pour Miller, c'est quand même une deuxième victoire de rang. C'est pas non plus à négliger hein, pour Jack Miller sur cette saison 2020. T1. Je continue avec Danilo Petrucci. Très bon. Non, très bon Grand Prix de Petrucci, encore devant les Quena en qualification. Ce qu'on a beau dire, mais chez Tech 3, certes, il est peut-être en difficulté, mais il est quand même devant les Quena. Donc, c'est en sport mécanique, vous êtes jugé aussi par rapport à votre équipier. Et c'est important d'être devant lui. Et puis en course, on sait qu'il adore aussi, et c'est un peu comme Jack Miller, hein, c'est pas une surprise. Il aime ces conditions-là. Il aime le circuit du Mans également, hein, Petrucci. Je rappelle que ses meilleurs résultats, il les a obtenus ici. Son premier podium, c'était au Grand Prix de France il y a 2 ans. Deuxième victoire, c'était ici. C'est toujours une piste qu'il a maîtrisée, le circuit du Mans, Petrucci. Donc je suis pas surpris qu'avec la KTM, ça se soit bien passé. Meilleur pilote KTM. Pas se mentir que pour l'équipe officielle, c'est un petit peu la soupe à la grimace, avec Brad Binder 13e et Miguel Oliveira qui a abandonné. Pour lui, par contre, ça a été très bon week-end de sa part. Il n'y a pas grand-chose à dire pour Petrucci, à part qu'il essaye de construire par rapport à ce week-end de course sur les prochains week-ends, sur des pistes comme l'Allemagne, ou peut-être que la KTM s'en sortira mieux. Mais ce bon résultat hein, de Danilo Petrucci, il faut l'observer par rapport aussi à la situation de KTM qui est quand même très compliquée. Je trouve que KTM est dans une situation aujourd'hui où on a l'impression que tout ce qu'ils avaient réussi à construire l'année dernière, ils l'ont perdu. Ce qui est un petit peu triste. L'année dernière, c'est quand même une équipe qui a gagné 3 fois. C'est un constructeur qui a gagné 3 fois. C'est pas le cas de beaucoup d'équipes. Donc c'est un petit peu frustrant du côté de KTM de voir le niveau de performance, de voir surtout que d'avoir misé sur la stabilité quand même dans cette équipe, parce que Miguel Oliveira et Brad Binder, c'était des pilotes qui étaient déjà là l'année dernière, eh bien ça ne marche pas en termes de résultats, ce qui est assez surprenant. Mais Petrucci, là, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Dernier pilote au top, c'est Alex Marquez, qui premièrement est devant son équipier. Là encore, c'est une bonne nouvelle pour Alex Marquez, mais surtout 6e. Lui aussi, il a montré que dans ces conditions-là, il était fort. Avec la LCR Honda, surtout premier pilote Honda, devant Paul Espargaro, devant également son équipier Nakagami qui a un peu souffert sur la deuxième partie de course. Il colle quand même 7 secondes à Nakagami. Ça fait toujours un petit peu mal au moral et au mental. Non, c'est bien pour Alex Marquez. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse ça plus régulièrement ? Je trouve qu'en MotoGP, il y a certes peut-être des soucis avec sa machine, mais il est quand même très irrégulier, et ça, je suis pas sûr que ça soit que la Honda qui provoque ce problème-là. Je trouve que voilà, il est souvent dans des résultats et dans un rythme assez moyen, Alex Marquez, donc s'il arrive à faire mieux lors de ses prochaines sorties, ça serait quand même très intéressant pour lui. Je passe au flop, on va aller assez rapidement au flop. Je mettrai, je mets les résultats, bien entendu, pour chaque pilote dont je parle. Dans le cas d'Aprilia, 2 abandons en course, c'est quand même dommageable parce que en qualif, Savadori avait fait quand même quelque chose d'assez incroyable avec une qualification à la 11e place. C'était vraiment bien de la part de Savadori. Alex Espargaro partait 13e sur la grille, il était bien remonté sur le début du Grand Prix. La course flag to flag leur pouvait espérer vraiment faire un grand coup sur ce week-end de course et être dans le top 5. Et puis ils ont eu 2 problèmes mécaniques coup sur coup, ce qui n'était pas arrivé cette année chez Aprilia et ce qui n'est surtout pas arrivé chez aucun constructeur. C'est un 0 pointé qui fait un peu mal au moral du côté d'Aprilia. Il va falloir étudier, comprendre pourquoi le moteur d'un côté de Savadori est une pièce soit électronique, soit technique sur la moto d'Alex Espargaro a cassé. C'est dommage parce que Savadori avait quand même réalisé peut-être le coup de l'année en qualification, ce qui montre que c'est un bon pilote. J'avais des doutes sur son niveau de pilotage. Non, c'est pas un mauvais pilote parce que sous la pluie,
on a vu qu'il était très bon, Savadori. Et qu'il a surtout... alors, il est tombé, mais ça l'a pas ralenti. Il y a des pilotes comme ça, quand ils tombent, après, ils sont un peu échaudés et en qualification, ils ne prennent plus autant de risques. Bah, lui, mentalement, il a été très solide parce qu'il s'est remis dedans assez vite. Il a pourtant fait un sprint de 300 mètres. Hein. Ouais, il fait une belle qualif. Après, c'est dommage. En course, il était plutôt bien parti en plus. Savadori, il était bien parti pour que les deux motos soient dans le top 10. Et puis, ouais, problème technique qui est très frustrant pour cette équipe. Je continue avec Alex Rins. Ça commence à faire beaucoup pour Alex Rins. Hein. Alex Rins, depuis quelques grands prix, ça va pas fort. Hein. Troisième abandon d'affilée. Troisième mauvais résultat d'affilée. Hein. Il a pu marquer de points depuis le Qatar. Alex Rins. Bon, alors l'avantage, c'est que son équipier non plus n'a pas marqué de points, mais pour Suzuki, là aussi, c'est un 0 pointé. Mais pour Alex Rins, c'est plus coûteux, je pense, que pour Joan Mir, parce qu'au niveau de la confiance, bah, c'est vrai que le pilote espagnol, il va commencer à éprouver énormément de doutes, très clairement. Et c'est frustrant parce qu'on sent que le niveau de performance est là, mais bah, au niveau comptable, il n'y a que 23 points, là, je vois, pour Alex Rins. Donc déjà, ça fait 26 points de retard par rapport à... Non, pas 26 points, pardon. 23, 46, 26 points de retard, pardon, sur Joan Mir, pardon. Donc ça commence à faire beaucoup. Et puis, il voit que les options de titre commencent à être de plus en plus compliquées parce qu'il se retrouve à presque 50 points de Fabio Quartararo. Donc 2 grands prix, derrière Bagnaia un peu pareil, Zarco est loin devant aussi par rapport à lui, donc c'est vrai qu'il doit commencer à se dire, je suis dominé par mon équipier, Suzuki, bon bah ils doivent quand même regarder les autres pilotes aussi, est-ce qu'il y a pas, j'ai pas intérêt à changer d'air, est-ce que je vais pouvoir être champion du monde aussi, lui qui était tellement prometteur il y a 2 ans. Plus de 2 ans, hein, la saison, il avait fait une telle saison 2019 que c'est vrai qu'on se dit c'est quand même très frustrant que ça soit sa saison 2020, mais là aussi sa saison 2021 qui pour l'instant je trouve sont frustrantes parce qu'en 2020 il a raté le coche très clairement. Quand on voit ce qu'a fait Joan Mir, lui son début de saison ça l'a complètement explosé, le coup de son épaule à Rérez notamment, et puis là c'est encore un peu pareil, et puis beaucoup de chutes, beaucoup d'abandons. Là il y a déjà je pense un joker en trop de consommer. Et puis je termine avec Marc Marquez qui en a trop fait, hein. Ce week-end il en a trop fait, Marc Marquez. C'est frustrant parce qu'il y avait une possibilité de faire encore un résultat dans le top 10, ouais, il a pris trop de risques. J'ai l'impression surtout que c'est un pilote qui a du mal à comprendre sa machine aujourd'hui et qui a du mal à être stable sur sa machine, et c'est le problème qu'ont beaucoup de pilotes Honda. C'est dommage. C'est dommage. Avec Marc Marquez, et puis c'est encore des chutes. Alors pour le capital confiance, c'est encore compliqué. Et puis, pas seulement pour le capital confiance, également pour le physique. Là, il a encore chuté 2 ou 3 fois. C'était pareil à Rérez. Bon, voilà, hein, quand vous êtes à 5 ou 6 chutes depuis votre tour, ça commence à faire beaucoup. Et puis on voit que sur chaque chute, il protège énormément son bras. Enfin... Tu sens qu'il n'est pas encore en confiance, Marc Marquez. Je ne pense pas qu'il jouera le titre cette année. Voilà. Il va falloir encore attendre, peut-être en Autriche, peut-être en Grande-Bretagne, pour retrouver du grand Marc Marquez. Pour le moment, c'est un peu poussif quand même, on pourrait dire. Allez, on passe tout de suite au classement pilote, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je commence avec Fabio Quartararo, 80 points, 1 point devant Bagnaia. On retrouve ensuite derrière Zarco qui est à 12 points de Quartararo. Puis Jack Miller qui est bien remonté au classement. Hein. Maintenant, il y a moins de 25 points d'écart. On retrouve ensuite Maverick Viñales qui plafonne depuis 3 courses. Puis Joan Mir, Alex Espargaro, Franco Morbidelli, peut-être des soucis au genou pour Morbidelli, Nakagami pour l'Espargaro. Du côté des débutants, c'est Enea Bastianini qui est en tête avec 20 points, mais
Jorge Martin n'est que 3 points derrière et pourtant il est absent depuis 3 Grands Prix. Danilo Petrucci remonte à la 16e place et puis on voit que Valentino Rossi, ça va toujours pas fort pour le pilote italien, mais il a quand même réussi à marquer des points avec la 11e place sur ce Grand Prix de France. Il se retrouve avec 9 points. Du côté du classement constructeur, eh bien là, on voit que Ducati est en tête, mais c'est très serré avec Yamaha. 3 points d'écart. On retrouve ensuite Suzuki, puis Honda, KTM et Aprilia. Mais on voit que ces équipes-là sont larguées. Surtout, on voit que le 0 pointé coûte cher à la fois à Suzuki et à Aprilia qui passent désormais dernier au niveau du classement constructeur. Et puis on place au classement par équipe, et du côté du classement par équipe, c'est Ducati qui est en tête, qui a désormais 7 points d'avance sur Yamaha. Du côté du classement des indépendants, Pramac est bien en tête, Suzuki est 4e devant Repsol Honda, le team officiel Honda, LCR donc qui est désormais à 40 points de Pramac. Et puis le team SRT, Aprilia, Red Bull, Avintia qui est toujours 3 points devant Tech 3, mais Tech 3 qui a fait un bon week-end avec également la 9e place d'Iker Lecuona. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.